Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé, tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Julia, quel est notre programme ? Eh bien Mélanie, on va démarrer comme tous les jours avec une question, la voici. Faut-il être en couple pour être heureux ? Non mais c'est vrai, après tout, depuis qu'on est petit, on nous incite à chercher notre moitié. On a l'impression que ne pas être en couple, c'est avoir raté sa vie. Mais en fin de compte, pourquoi tant d'injonctions ? Alors on va faire le point sur toutes ces questions avec notre invitée, la psychanalyste et sexologue Cécilia Como. Et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas sur le 39 21, sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur le compte Instagram de l'émission. Europe 1. Et bien voilà, bien fait pour vous, c'est parti. Et Mélanie, ce matin, on se pose donc la question suivante. Faut-il être en couple pour être heureux ? Et oui Julia, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est obligatoire de trouver l'âme sœur, d'être deux, d'avoir des enfants. Eh bien on verra qu'il y a peut-être d'autres façons de s'épanouir dans la vie. Alors avant de rentrer dans le détail, lui en tout cas, il est en couple professionnel avec nous. Je vois que vous lisez la presse People. Effectivement, on est ensemble jours. depuis quelques mois, C'est professionnellement. ça. Pour ouvrir cette émission, c'est donc Clément Lanoux. Bonjour Clément. Bonjour, comme chaque jour, je suis parti avec mon micro à la rencontre des Français et j'ai essayé de répondre à cette question. Faut-il être en couple pour être heureux ? Faut-il être heureux pour être en couple ? Si j'avais été un vrai journaliste, si j'avais vraiment bossé, j'aurais fait appel à de nombreux psys, à des spécialistes de l'amour. Mais moi, non. J'ai Comme fait vous êtes un appel escroc. exactement à des enfants de 8 ans. On n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux. Par exemple, moi, je suis heureuse et je ne suis pas en couple. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai une amoureuse. J'ai plusieurs amoureuses en fait. Et c'est pour ça que je suis très heureux. Alors ça, c'est la version des enfants. J'ai demandé également aux adultes, est-ce qu'il faut être en couple pour être heureux ? En couple, oui, mais avec des enfants, c'est encore beaucoup mieux. Bah, pas forcément. Hein. Moi, je suis heureuse quand je suis avec mes copines. Hein. Non, il faut avoir une belle vie. Oui, mais il faut être avec la bonne personne. Et il faut surtout que la bonne personne nous aime toute notre vie. Oh, c'est mignon, c'est beau. mignon. Mais ça, c'est quelques réponses parmi tant d'autres. La vraie réponse que j'ai eue, celle qui regroupe un petit peu toutes les personnes à qui j'ai pu poser la question, c'est ça. Pas forcément, même si je suis en couple depuis un bon moment. Combien de personnes sont heureuses et vivent seules en fait ? Moi je pense qu'il faut déjà être bien tout seul avant d'être bien à deux. Moi je suis célibataire depuis un petit moment et franchement je suis bien mieux que certaines de mes copines qui sont casées. Et bam, le petit bam, les copines, elle a on plus de les copines. embrasse, voilà. Non mais globalement, j'ai eu l'impression que toutes les personnes en couple, quand on leur parlait de célibat, avaient les yeux qui pétillaient un petit peu, envie de faire une pause. Et l'inverse. Et l'inverse, c'est vrai, évidemment, tous les célibataires rêvent du couple parfait. Donc voilà, je me suis retourné encore une fois vers les enfants et je leur ai dit, voilà, parlez-nous justement d'amour. Est-ce que l'amour, ça dure ? Est-ce que c'est ça le vrai bonheur ? Un amoureux, ça peut durer tout le temps. Après, si tu te sépares avec lui, ça peut durer quelques mois ou quelques années. Et un amoureux, ça sert à quoi ? Ou une amoureuse ? Avoir un petit partenaire, quoi. Ça veut dire que t'as quelqu'un qui te fait des trucs à ta place. Un amoureux, ça sert à avoir du réconfort, de pas être tout seul chez soi. Si on veut avoir des enfants, on a un amoureux pour ça. Les amoureux, ça se fait des bisous, ça se tienne la main. Et aussi, ils sortent toujours ensemble. Et ils sont toujours à côté. Et en fait, les amoureux, pour savoir mieux, c'est un petit Cupidon qui s'appelle Cupidon. Il tire une flèche. Après, l'autre, il devient amoureux de l'autre. Moi, mes amoureux, qu'est-ce que je leur ferais ? S'ils m'écoutent pas, je les ferais passer la serpillière et après, il devra aller me faire tout ce que je veux. Voilà. C'est future amoureuse assez autoritaire. Très autoritaire. Donc chacun sa vision du couple. En tout cas, rien n'est obligatoire. Mais si Cupidon vous envoie une flèche, prenez-la, mettez-vous en couple. En plein cœur. Vivez votre vie. Oui, merci beaucoup Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain avec un autre reportage et de nouveaux témoignages souriants, émouvants. Toujours. Parfois, à chaque fois, ce sont des petites pépites d'émotion. Merci Clément Lanoux. Tout de suite, il est temps de présenter notre invité du jour. C'est vous, Cécilia Como. Bonjour. Bonjour Julia, bonjour Mélanie, bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et sexologue et pour la plupart des Français, on l'a compris avec votre reportage, Clément, être amoureux, c'est synonyme d'être heureux. Mais le couple, c'est vraiment le socle dans les relations sentimentales ?
Alors, pour beaucoup de gens, je dirais oui, mais enfin, vous avez noté qu'on ne parle pas que de couple, on parle de couple amoureux. Donc déjà, c'est une grande nuance parce que le couple, c'est aussi un lieu où on peut vivre des choses abominables et très tristes. Donc je pense que, évidemment, c'est pas ce couple-là qui fait rêver. D'ailleurs, c'est aussi celui-là qui réconforte les célibataires. Celle qui disait... ça leur fait plaisir de voir des couples malheureux, on a l'impression. Exactement. Et puis, il y a cette notion quand même, c'est très récent le fait qu'on soit en couple amoureux. Ça date du 19e siècle. Avant, c'est pas ce qu'on demandait à un couple. On lui demandait de nous sécuriser, pas de nous rendre heureux. Parce que heureux, c'est quand même une notion un peu relative. On peut être heureux en 2021 et ne plus l'être en 2023. Mais on voit quand même qu'il y a une forte propulsion vers le couple parce que quand on regarde sur les pays qui ont énormément été dans les mariages arrangés comme l'Inde, la Chine, on voit bien que tout ce qui va être roman à l'eau de rose, cinéma, ça cartonne. Donc on voit bien quand même que le couple amoureux fait toujours rêver. Pourquoi on pense qu'il est obligatoire d'être en couple, pas nécessairement amoureux? Justement, c'est pour faire comme tout le monde. On est quand même toujours dans cette injonction-là en 2021. Alors, c'est vrai que le couple, c'est une norme qui s'est imposée pour signifier l'engagement amoureux. Mais alors moi, je pense qu'en tant qu'être humain, au-delà des normes culturelles, religieuses ou sociales, on a un vrai besoin, une vraie aspiration à être préféré. Et à être unique. Choisi. Et donc à être choisi. Et je pense que c'est ça la vraie force du couple monogame, puisque c'est l'idée du couple à deux. Elle est là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à se défaire de cette... Moi, je pense que c'est un besoin vraiment d'être préféré et on montre une préférence non seulement quand on tombe amoureux, mais quand on invite quelqu'un à faire couple. Clément ? Mais quand on voit l'explosion des sites, même de relations extra-conjugales, et on n'a pas les chiffres. Ah oui, vous avez repéré officiels, ça, vous. Mais bien sûr, il y a les bus là en ce moment qui passent avec ça. On sait qu'il y a énormément de couples qui se trompent aussi. Est-ce qu'on n'est pas justement dans un schéma qui correspond pas forcément, peut-être la moitié de la population, qui est mal, mais qui par schéma classique, par éducation, par religion, comme vous disiez, vont vers le couple? Alors, Clément, ça c'est... Alors, je l'ai en plus testé avec un patient qui trompait énormément et qui finalement s'est séparé, ce qui était mieux, et qui s'est remis en couple tout de suite. N'a pas du tout les relations sexuelles en termes de fréquence qu'il avait avant. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'infidélité se porte sur la transgression. C'est ça qui est intéressant. Quand il n'y a plus rien à se transgresser, c'est plus intéressant. Si vous vous séparez, que vous êtes célibataire, vous n'avez plus cette transgression. Donc je pense que c'est surtout pour ça que les sites d'infidélité et que l'infidélité excite. C'est parce qu'elle permet justement de transgresser et de se sentir effectivement très dynamisé par l'adrénaline et la prise de risque. Cécilia, comment on va poursuivre avec vous sur ce sujet du couple, de l'obligation ou non d'être deux pour être heureux. On verra aussi qu'il y a peut-être d'autres façons de s'aimer sans vivre sous le même toit, par exemple, qui peuvent permettre de s'épanouir tout autant. On y revient très vite sur Europe 1. Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas. Mais Nicolas, celui-là ne le savait pas. Ça fait du bien, l'Erita Mitsuko sur Europe 1. Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. Et on se pose ensemble une question pas commune. Faut-il nécessairement être en couple pour être heureux? Alors pour développer ce sujet, vous êtes avec nous, Cécilia Como. Vous êtes psychanalyste et sexologue. Alors si dans notre société, le couple peut paraître comme essentiel, beaucoup décident aussi aujourd'hui de ne pas être en couple. C'est important de dire que le couple, c'est un choix et non une nécessité. Alors, le couple, c'est absolument pas une nécessité, ça c'est certain, c'est une structure psychique et organisationnelle qu'on choisit. C'est vrai, comme disaient les petits-enfants, ça protège, ça sécurise, mais ça n'a, comment dire, c'est pas ça peut pas être une nécessité, puisqu'il y a plein de gens qui sont très heureux sans être en couple. Mais nous, aux enfants, on leur fait même sentir cette nécessité d'être en couple un jour, parce qu'on est les premiers à dire, quand ils sont petits, alors t'as une amoureuse à l'école, t'as un amoureux, enfin cette espèce de, t'as besoin d'être deux pour être accompli, quoi. Oui, mais alors ça, Mélanie, je crois que ça rassure surtout les parents, parce que je pense qu'en fait, au travers des amoureux, puis il s'agit pas seulement d'avoir un amoureux, une amoureuse. Ça leur met la pression un peu, non ? Non, mais je pense que
Alors, ça leur met la pression, évidemment, si on leur pose la question tous les jours. Tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça rassure les parents parce qu'encore une fois, ça signifie mon enfant est suffisamment plaisant pour être choisi et que quelqu'un veuille faire couple, enfin, avec lui. Et on se rend compte qu'il y a quand même une notion de réciprocité parce qu'on ne dit pas à son enfant, est-ce que tu as une amoureuse, sous-entendu, mais elle s'en fout de toi. Ce qu'on espère, c'est est-ce que toi aussi, tu es aimé en retour. Clément ? Et jusqu'au CM2, la phrase « j'ai plusieurs amoureuses » ne choque personne. C'est-à-dire que quand on a 35 ans en disant « j'ai plusieurs amoureuses », c'est vrai que ça peut avoir d'autres répercussions. C'est vrai, mais parce que c'est comme pour la sexualité. Quand on est tout petit, on a une curiosité sexuelle et on voit absolument pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'empêcher de poser des questions. On voit les petites filles quand elles soulèvent leur jupe et montent leur culotte. Il y a quelque chose, mais comment dire, c'est peut-être ça qui fait penser que là, un peu à la Rousseau, que là, on a la nature profonde. On se met des freins après. Et qu'ensuite, il y aurait un changement. Je suis pas bien sûre. Je pense que de toute façon, biologiquement parlant, il y a quand même une évolution dans notre rapport à l'autre. Dans le jugement, on est beaucoup plus sensible au jugement de l'autre sur nous-mêmes quand on est plus grand, à l'adolescence par exemple, que quand, mais même vers 7-8 ans. On voit bien que les pères d'enfants, filles, garçons, se séparent en fait. On joue beaucoup moins ensemble. Les filles commencent à faire des groupes de filles, les garçons. Donc je pense que naturellement, comme ça, on va un peu plus se regrouper. Il y a quelque chose là aussi que je pourrais dire presque naturel, quoi. Alors sexuellement, on en parlait. Est-ce qu'on peut être plus épanoui en étant célibataire? En tout cas, c'est ce qu'on nous vend comme rêve. Ah bah quand t'es célib, tu enchaînes les relations et tu papillonnes et c'est génial. Voilà. Alors ça, c'est pas vrai. C'est un fantasme cette histoire parce que contrairement à ce qu'on pense, on a plus de rapports sexuels quand on est en couple que quand on est célibataire. Même avec les applis. Alors, et justement, les applis reflètent mal, en fait, la réalité. D'abord parce que c'est pas pareil d'être célibataire dans une grande ville, dans une moyenne ville et dans une petite ville. Il se passe pas la même chose. Et puis, il y a eu une étude IFOP en 2017. Alors, je dis 2017 parce que c'est pas des études qu'on fait tous les ans. Et quand elle a été refaite, elle a été faite en 2020 au confinement. Et là, évidemment, il y avait... Alors, même si, malgré tout... c'est-à-dire, évidemment, en couple, on faisait plus l'amour, puisque les célibataires étaient coincés avec interdiction de sortir de chez eux. Mais... En 2017, quand on a posé la question combien de rapports sexuels avez-vous eu durant les 4 dernières semaines, 10% des personnes en couple ont répondu aucun rapport. D'accord. 56% des personnes célibataires ont répondu aucun rapport. Ah oui. Et quand on leur a demandé à l'autre bout du continuum, combien, on s'est interrogé sur combien avaient eu plus de 3 rapports dans les 4 dernières semaines, ils étaient 15% en couple et ils étaient 6% célibataires. Vous l'avez fait pendant le confinement, peut-être? Non, oui, c'est 2017, c'est pour ça que c'est ça. Avant. C'est des chiffres de 2017, mais en fait, c'est des chiffres assez stables, parce que dans le sens où systématiquement, quand on interroge sur alors après, il y a sur le monde, mais c'est vrai que dans les pays moins riches, moins occidentaux, c'est en couple évidemment qu'on a plus de rapports sexuels. Je parle de quantité, pas du tout de qualité, même si je pense que la qualité est la même en couple célibataire. Les chiffres sont stables en fait. Cécilia Como, être célibataire aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, notamment parmi les jeunes célibataires, on va dire, c'est de faire des plans dodo. Donc c'est de trouver des copains entre guillemets pour aller dormir et faire des câlins. Finalement, il n'y a pas de sexualité. Ça veut dire qu'ils sont pas si heureux que ça, les célibataires. Alors en tout cas, ceux qui pratiquent cette tendance-là du plan dodo. Alors, c'est pas... J'avais fait une émission ici, il y a 2 ans, sur les plans dodo avec Ève Roger. Donc, on avait entendu beaucoup de gens témoigner. Et essentiellement, c'était des espèces de duos qu'on forme pour s'apporter de l'affection, de l'écoute. C'était un peu le pendant des applis sexuelles, puisque là, il y avait 0 sexualité, mais qu'on n'avait pas envie
envie forcément de passer toutes ces soirées tout seul. Alors à la question, pourquoi pas inviter des amis, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des amis qui étaient en couple et qui viendraient pas passer la soirée les réconforter. D'autres qui avaient des enfants. Donc c'était surtout une question de finalement rencontrer quelqu'un qui est comme moi, qui a envie de passer une soirée cool, et qui veut un peu de tendresse. Voilà, exactement. Et on va évacuer la question sexuelle puisqu'il n'y en aura pas. Il faut trouver une bonne série, quoi. Ouais, exactement. Ils regardaient des films, effectivement, ils se programmaient des soirées cinéma aussi. Oui, on les comprend. Au fond, Cécilia, est-ce que l'être humain est fait pour vivre en couple? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, évidemment, je pense qu'il y a quelque chose de vrai. D'abord, beaucoup d'anthropologues américains, dont Margaret Mead, avaient dit que finalement l'être humain peut bien essayer toutes les formes de communauté qu'il veut. Tout doucement, disait-elle, la famille refait surface. Ce qu'on voit, ce que moi je trouve extrêmement intéressant, pour finalement avoir un avis peut-être plus élargi, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les communautés où il était interdit de faire couple, où l'amour libre était prôné. La première communauté qui, au début du 19e siècle, qui avait quand même 500 membres dans cette communauté, on s'est rendu compte que inexorablement, et malgré les sanctions encourues, parce qu'il y avait des vraies sanctions, il y avait des préférences et des couples clandestins en fait se formaient. Et puis quand on observe les communautés hippies, on se rend compte qu'en fait toutes les communautés hippies où l'amour libre était prôné n'ont pas survécu. En fait, petit à petit, quand elles s'installaient, ces communautés-là, et qu'elles commençaient à organiser une vie, encore une fois, inexorablement, elle revenait vers l'envie de faire couple. Oui. Mais c'est peut-être parce qu'on leur interdisait justement de faire couple. Est-ce que c'est pas la transgression encore une fois C'est possible, mais dans les couples libres, on est dans les années 70, sur les communautés hippies, on sort justement de milliers d'années, ou en tous les cas un temps très long, où il n'y a qu'un seul couple et qu'un seul modèle. Et d'un coup, on leur offre quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette préférence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parmi toutes les femmes de la communauté, un homme se sent plus proche d'une d'entre elles, en fait. Juste rapidement, on ne sait pas tout à fait encore si on est plus heureux quand on est en couple ou pas, mais en tout cas, on vit plus longtemps quand on est en couple. Ça, c'est prouvé. Alors ça, c'est prouvé. Ça fait 150 ans qu'il y a des études qui le démontrent. Les dernières, qui je pense ont beaucoup de poids, c'est celle de l'école de médecine d'Harvard, qui dit que oui, il est démontré qu'un homme qui est en couple longtemps a une plus grande chance de survie par rapport à ses pairs non mariés. Et on sait aussi que ça protège des maladies cardiovasculaires et des dépressions. Alors pas parce qu'on est plus fort quand on est en couple. Moi, je pense, ma petite idée, c'est que quand on est en couple, et surtout c'est des études qui ont été faites chez les hommes, il y a une femme qui vous dit d'aller voir le médecin, qui vous dit de faire attention à vous, qui en fait veille et vous oblige en fait à faire attention à votre santé. Alors Cécilia, comment on vous retrouve dans quelques minutes sur ce sujet de ce qui fait qu'on est en couple, ou au contraire qu'on ne ressent pas la nécessité d'en former un? D'ailleurs, je le rappelle, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou au 39 21, le répondeur d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On se pose ce matin cette question, Mélanie. Faut-il être en couple pour être heureux? Et on y répond avec notre invitée, Cécilia Como. Alors je rappelle, Cécilia, que vous êtes psychanalyste et sexologue. On va prendre un cas concret dans les réunions de famille. Les célibataires sont souvent la cible de toutes les questions et on leur dit « mais t'inquiète pas, le bonheur va arriver ». Pourquoi les gens pensent que parce qu'on est seul, on est malheureux, et comment il faut réagir quand on est comme eux? Alors, je pense qu'il y a cette notion, effectivement, de nous sommes incomplets et quelque part, notre moitié nous attend. Et que donc, tant qu'on ne l'a pas trouvé, nous sommes malheureux. Alors ça parcourt vraiment tous les siècles. C'est encore très présent aujourd'hui. C'est Platon dans le Banquet qui dit « chacun cherche sa moitié ». Et on a cette idée que finalement, quand on est seul, on est incomplet. Et donc, si on est incomplet, on est malheureux. Alors qu'en fait, on peut se compléter.
au travers de plein de choses. L'enthousiasme ne vient pas que de l'amour. Hein. L'enthousiasme... Une vie professionnelle très épanouie, Exactement. plein d'amis super, Absolument. ça peut suffire. Donc, évidemment. Et c'est Donc, parfois ça, sa moitié. C'est le travail, ce sont les amis. Ça peut être une c'est moitié, les ça passions aussi. Moi, je pense c'est pas parce qu'on vit seul qu'on est seul. On peut vivre à deux et se sentir très seul. La solitude et l'isolement, c'est déjà deux choses différentes. On peut vivre seul et être très entouré. Donc, je ne pense pas du tout que on est forcément malheureux en étant célibataire. Mais le problème des célibataires, enfin, de cette notion, c'est que je pense qu'il y a 3 types. Il y a le célibat choisi, il y a le célibat subi, et il y a le célibat subi qu'on dit choisi. Alors évidemment, celui qui fait le plus de mal, c'est le célibat subi, parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour la solitude. Quand on est seul, on se contracte sur nous-mêmes, et ça nous rend malheureux. Mais on peut effectivement, on n'est pas heureux seul, puisqu'on est heureux dans les interactions aux autres. Mais ça peut être des interactions qui sont autres qu'avavec des gens dont on est amoureux. Bien sûr. On a Thomas à Périgueux sur notre page Facebook, sur la page Facebook d'Europe 1, qui dit: on peut aussi être en couple, mais vivre séparément, vivre dans une chambre ou un appartement séparé. C'est un juste milieu, dit-il, entre le couple et le célibat. Qu'est-ce qu'on pense alors de ces couples, effectivement, qui vivent pas sous le même toit? Ça n'empêche pas d'être un couple. C'est votre cas? Vous faites un signe, Clément? Je l'ai fait pendant longtemps. On est sur le même palier. En fait, j'ai pris le reste du palier et on avait chacun notre appart pendant 2 ans. Vous avez fini par habiter sous le même toit, quand même. Non, mais ça relance complètement justement le couple. C'est hyper intéressant. Ah non, mais moi, je vais vous dire, je ne suis pas une absolue défendresse du couple où on vit au même endroit. Moi, je milite pour que les gens aient une écriture autonome du couple et de l'amour, et que chacun s'autorise à inventer son propre scénario. C'est pour ça que moi, je n'écris rien pour les couples. Je les aide simplement à débusquer les obstacles qui les empêchent de vivre bien. Mais évidemment, ce qui est toujours le plus intéressant, c'est pas de coller à une norme, ou c'est pas non plus de crier haro sur cette norme. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est justement d'écrire son propre couple, de le faire comme on a envie, sans se soucier de mais est-ce que ça se fait, est-ce que c'est normal. Si ça vous va bien, c'est que c'est bien. Alors, il faut aussi qu'on parle des personnes en couple mais seules. On a commencé un peu à aborder ça, qui ne communiquent plus vraiment ensemble. On en connaît tous. Est-ce que vous en voyez beaucoup, vous, en consultation? On les voit un peu... Souvent, on se fait un peu, en tant que thérapeute l'impression d'être un peu l'antichambre de l'avocat. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'ils viennent pour acter le fait qu'en fait, plus rien, ils n'ont plus aucune interaction émotionnelle ou psychique ensemble. Vous les appelez les ghost couples? Oui, alors c'est les Américains qui les ont définis comme des ghost couples, c'est-à-dire des couples fantômes. Ils sont bien au même endroit géographiquement. Mais ils sont pas du tout au même endroit psychiquement. Et donc, souvent, ce qui les réunit, c'est les mètres carrés et les enfants. Mais ils sont comme ça, très, très déconnectés l'un l'autre. Alors, ce qui n'a pas aidé, je trouve, et ce qui, à mon avis, a fait qu'on leur a même trouvé un nom maintenant, parce que leur nombre a dû grandir, c'est évidemment les tablettes, les téléphones et les ordinateurs. C'est-à-dire que chacun est enfermé dans un monde dans lequel l'autre n'est pas invité. Et ça, effectivement, quand on fait pas attention à ça, on se rend vite compte que chacun était dans un monde séparé. Et ça, c'est la difficulté. Alors, qu'est-ce qui les sort de là? Bon, très souvent, ce qui les sort de là, c'est une autre rencontre. C'est-à-dire qu'ils se rendent même plus compte qu'ils ont finalement le cœur, du coup, bat très, très lentement, presque en mort clinique. Et d'un seul coup, il y a un regard, un sursaut. Et là, ils comprennent qu'en fait... On peut vivre autrement. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Cécilia Como, pour cet éclairage. On a vu donc que c'est pas si simple que ça, avec la relation à deux, le couple, c'est pas forcément le but à atteindre dans la vie pour être vraiment heureux.